on était malades. Cyril, il a eu la fièvre à plus de 4000 mètres et il a continué à avancer coûte que coûte parce qu'il savait qu'il devait avancer pour redescendre à altitude pour pouvoir récupérer. Simon aussi, il s'est battu contre la fièvre à plus de 4000 mètres. Dans le froid, il faisait 2 degrés. Et là, clairement, on remet tout en question. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Bonjour, aujourd'hui je reçois Célian Hopkins, que j'ai eu l'occasion de recevoir sur l'épisode 1 du podcast, donc le tout premier invité. Et il y a du chemin qui s'est écoulé entre temps, et depuis, il revient pour nous parler de son projet. Donc il n'était pas seul sur ce projet-là, ils étaient 3 au total. Salut Célian, comment tu vas ? Salut Alexandre, bah ça va super, un peu fatigué quand même, mais on est content d'avoir terminé cette belle aventure. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous faire une introduction en présentant ce projet-là ? Oui, tout à fait. Alors le projet, c'était de partir de Bogota en Colombie et de descendre toute l'Amérique du Sud jusqu'à Ushuaia, ce qu'ils appellent aussi la fin du monde. On partait sur ce voyage aussi pour récolter des fonds pour l'association Vertical Combat. Et en total, on avait prévu à peu près 14 000 km de distance à vélo. Et il y avait combien de dénivelé, si tu peux me rappeler ? À la base, on avait prévu 200 000 mètres de dénivelé. Ok, bon, tu me diras, je pense un peu plus tard combien vous avez vu. Je pense que j'imagine que tu as les chiffres. Oui, tout à fait. Ok, alors, pour repartir un petit peu, niveau logistique, tout ça, comment déjà en fait on fait pour emmener son vélo, son matériel jusque à Bogota en Colombie ? Donc nous, c'était assez simple. Déjà, on réserve le vélo dans l'avion et on prend un carton de vélo qu'on va chercher dans un magasin. Et on met le vélo dans le carton, on le protège bien et on le ferme bien. On n'oublie pas de mettre son adresse et son nom au cas où ils le perdent. Et on l'amène avec nous à l'aéroport et on l'enregistre en tant que bagage oversized, donc un peu plus grand que normal. Ok, et donc là, le trio, vous vous êtes rejoints à quel endroit ? On s'est rejoint à l'aéroport de Barcelone, donc tout content, tous les trois, tout content de partir enfin, parce que ça faisait longtemps qu'on préparait ce voyage. Et là, c'était vraiment le moment où on partait, le 13 novembre 2023, du coup, à l'aéroport de Barcelone. Donc bon, après vous allez jusqu'à Bogota, il n'y a pas eu de soucis au niveau des bagages, pas de retard, pas de casse à ce moment-là ? Non, pas trop de soucis, juste un billet d'avion retour qu'il fallait prendre ou un billet d'avion, il fallait prouver à la compagnie aérienne qu'on allait sortir de la Colombie, sauf qu'on avait bien sûr, on n'avait rien sur nous. Donc ouais, si vous allez en Colombie, il faut un billet de sortie de Colombie. Et vous avez fait comment du coup là, à ce moment-là ? Bah il y a beaucoup de cyclistes qui nous ont dit ouais, il faut prendre des faux billets, enfin faut faire un faux billet en gros. C'était juste à la compagnie aérienne qu'il fallait prouver. Et du coup, bah, on a acheté un billet en plus de Bogota à Quito qu'on a bien sûr pas Ok. utilisé. Oui, évidemment, parce que le but c'était pas de rester en Colombie. Exactement. Et alors,
au moment du départ, donc je pense que tu un jour un peu quand même, symbolique déjà dans cette aventure. C'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là, enfin ton état d'esprit, puis l'état d'esprit du groupe? On avait hâte de partir. On se retrouvait aussi parce que ça faisait longtemps que moi j'avais pas vu Cyril et je connaissais pas encore Simon et du coup on a appris à se connaître, etc. C'était vraiment cool. On était dans une bonne ambiance. On avait juste hâte de partir le lendemain ou le soir même. Alors ce que je te propose, parce que d'habitude c'est vrai que j'ai déjà eu fait des parties 2, mais sur des formats plus courts au niveau de l'épreuve. Là, on est sur plusieurs mois, donc c'est un peu compliqué de faire kilomètre par kilomètre. Donc je vais te poser quelques questions auxquelles tu répondras, puis tu pourras, si tu as des anecdotes, hésite pas à nous les donner. Moi, en tout cas, personnellement, je suis friand de ça. Donc on va commencer, on va parler un petit peu, on va dire plutôt de la route, de l'itinéraire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des routes sur lesquelles tu es passé et quels sont tes passages les plus dingues ou peut-être les plus exotiques, en tout cas des trucs qui changent de ce que tu as eu l'habitude de faire à vélo? Ouais, tout à fait. Bah, c'était juste une aventure incroyable où en fait tous les jours on passait par des différents paysages, des différents climats, des différentes altitudes. Donc ça changeait tout le temps en fait. Dès qu'on arrive, on atterrit en Colombie, on passe de novembre en France à l'été là-bas. Donc il fait 40 degrés, l'humidité est super élevée. On arrive dans la jungle, c'était juste incroyable, un dépaysement fou quand même, et physiquement très très difficile aussi parce qu'il faut s'adapter. On atterrit aussi à Mmh, 2200 mètres, il me semble. C'est Bogota, c'est OK. en altitude. Et de là, on part de cette jungle et on part direct. Et 2 jours après, on est dans un désert, quoi, au milieu de la Colombie. Et là, il fait 42 degrés. Ah, Donc, c'est ouais, le changement est déjà radical quand C'est même. ça, et c'est super exotique, comme tu dis. Le premier jour, on arrive de nuit. D'abord, il faut sortir de Bogota, c'est très très dur. Il y a énormément de trafic, beaucoup de pollution. On devait trouver du gaz, on devait retirer de l'argent. Enfin, la circulation, c'était un enfer. Donc, on n'avait qu'une hâte, c'était de sortir de cette ville. Et une fois sorti, on est arrivé dans une jungle luxuriante avec des animaux, des oiseaux qui chantent comme on n'a pas l'habitude d'entendre ici, en fait. Donc vraiment des oiseaux tropicaux. Et là, le soir, on arrive, il commence à faire nuit, mais on sait pas où dormir. On était là vraiment en mode, on verra bien en fait. Et arrivé à la nuit, on arrive en haut d'un col et il y avait un petit kiosque et on a demandé à la dame si on pouvait poser notre tente. Et c'était presque un des plus beaux endroits où on a campé de tout le voyage. On a campé avec une vue sur la vallée et sur des palmiers, des super beaux arbres. Ça, c'était sublime. Et le lendemain, en descendant, il y avait des arbres qui faisaient du cacao. Et Cyril, en tant que connaisseur un peu de la forêt amazonienne, etc., et des différents fruits, a de suite vu qu'il y avait des plantes de cacao. Et du coup, on a pris un fruit de cacao et on l'a coupé et on l'a mangé au milieu de la route. Et ça, c'était juste là, dépaysement total, quoi. Ouais, c'est sûr que ça c'est pas habituel, ça c'est pas quelque chose qu'on pourra faire chez nous. Et c'était que le deuxième jour, quoi. Purée. Ouais, quand ça commence comme ça, là tu te dis bon, c'est que du bonheur quoi à ce moment. Ah oui, Tu tout à fait, c'est que du bonheur. Après, on était aussi dans un endroit complètement différent. On parlait pas la langue. Cyril parlait assez bien espagnol, mais Simon et moi, on pratiquait pas trop l'espagnol. Donc c'est aussi un peu hostile comme milieu. Du coup, oui, j'ai vu aussi également, on vous suit un petit peu sur les réseaux, que vous avez grimpé quand même des routes à une altitude, voilà, vraiment assez, importante. C'était quoi la route la plus haute que vous ayez faite? L'altitude la plus haute qu'on ait faite, c'était au plein milieu du désert dans le sud de la Bolivie, pour monter au volcan Uturuncu qui culminait à 6020 mètres. Et la route, elle s'arrêtait à 5780 mètres d'altitude. Et donc, on est monté je peux t'expliquer un peu l'histoire de la journée si tu veux. On est parti à 4 heures du matin de notre hôtel, auberge, refuge
au milieu du désert bolivien, donc il n'y a pas grand-chose. On part à 4 heures du matin avec les frontales et on monte pendant 4-5 heures avec les vélos. Et pour atteindre, du coup, on est parti de 4200 mètres, on a atteint 5780 mètres, avec pour but de gravir une montagne à plus de 6000 mètres. Le volcan Uturuncu qui culminait à 6020 mètres. Et on est monté à vélo jusqu'à 5780 mètres. Et après, la suite, vous l'avez grimpé à pied, le volcan, après? Ouais, tout à fait, à pied. Ok. Mais avec l'altitude, c'était très très compliqué et on mettait 4 pas et après on devait s'arrêter pour reprendre notre souffle. Ah ouais. Ouais, donc ça, c'était déjà quand même... c'est quelque chose que vous aviez déjà anticipé sur votre parcours, que vous vouliez faire? Pas du tout. Euh, Ça s'est décidé comme ça, en traçant la route, vous avez vu qu'il y avait le volcan pas loin? ça Si s'est ce serait peut-être une bonne décidé, idée d'aller grimper à 6000 mètres. ça s'est décidé 2 jours avant. D'accord. Donc 2 jours avant, on était dans un hôtel et on voulait absolument faire un 6000 mètres. On en avait trouvé un juste après la Bolivie au Chili. Sauf que c'était un peu compliqué niveau organisation pour des questions de nourriture, d'eau et de l'altitude. Et donc 2 jours avant, on a vu qu'il y avait le volcan Uturuncu qui était à peu près sur notre route et que ça allait pas nous ajouter un grand détour. Donc on s'est dit, bah on est là maintenant, on y va. Entre les pays du nord de l'Amérique latine et du sud de l'Amérique latine, est-ce que il y a des différences notables que tu as rencontrées, qui ont une influence, que ce soit au niveau de la pratique du vélo, que ce soit peut-être l'état des routes, le dénivelé ou d'autres éléments dans ce style-là? Euh, je dirais que dès qu'on passe en fait la frontière de la Bolivie et qu'on rentre en Argentine et au Chili, les personnes, les populations habitant là-bas ont vachement plus de moyens déjà. On se retrouve un peu dans une Europe un peu miniature, donc ça change complètement de Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie, où les gens sont encore très pauvres, enfin il y a une grande pauvreté, et les personnes vivent avec beaucoup moins de moyens. Donc on trouve plus facilement des hôtels, de la nourriture aussi. La nourriture est moins différente que ce qu'on peut retrouver ici. OK. Mais oui, sinon au Pérou, beaucoup plus de dénivelé. Et dans le nord, on a eu beaucoup plus de dénivelé que sur la partie argentine. Et chaque jour, comment vous définissiez en fait l'étape du jour? Que ce soit en termes de, au niveau du tracé, puis après, comment vous estimez en termes de distance, en termes de temps par jour? Comment vous faisiez pour, planifier vos sorties vélo? Au début, on avait fait une trace donc de Bogota à Ushuaia entière. On avait tout tracé, toutes les routes, etc. Mais on s'est vite rendu compte que la route qu'on avait tracée, il y avait des passages qui n'étaient pas si intéressants que ça ou pas si praticables que ça aussi en gravel. On s'est retrouvé en Équateur le deuxième jour à faire 130 km avec plus de 4000 mètres de dénivelé en passant à Mmh. 3500 mètres alors qu'on n'était pas habitué à l'altitude du tout. C'était franchement une des journées les plus dures pour moi et pour Simon et Cyril. On est arrivé en haut dans le brouillard, il faisait froid, il faisait 4 degrés. Et après, on a fait la descente. Et là, la descente, on a eu genre des cailloux énormes. Et c'était clairement une piste de VTT qu'une piste de gravel. Et on a été un peu limité sur une question d'équipement là. Ouais, à ce moment-là, donc là, c'est à partir de là, vous avez décidé un petit peu de refaire, changer un petit peu en tout cas l'itinéraire pour, c'est quoi le but? C'était de limiter finalement les parties, gravel? Non, pas de limiter les parties gravel, mais de trouver les belles parties gravel où on n'allait pas s'envoyer en enfer, clairement, et garder un peu d'énergie pour les prochains jours qui allaient venir. Donc il y a des jours où on décidait clairement de prendre la route, et en fait, à chaque fois qu'on prenait une autre route que la trace qu'on avait faite à la base, on se retrouvait dans des endroits mais incroyables. C'était tout itinéraire bis en gros était juste euh, était juste fou en fait. En fait, toutes les routes qui étaient là-bas, c'était juste, on était surpris tous les jours. Et même si on prenait la route de temps en temps, enfin même la plupart du temps, on se retrouvait sur des routes de rêve
On descendait dans des canyons au Pérou où on se retrouvait dans des canyons où il y avait personne à part des mineurs d'or, parce qu'il y a beaucoup d'or au Pérou, dans les montagnes. Et on s'est retrouvé dans des canyons avec des tunnels, longeant une rivière. C'était juste, mais à couper le souffle. Et après, du coup, la trace, en fait, on demandait souvent aux locaux ce qu'ils pensaient. Même si souvent les locaux, ils avaient pas trop bougé trop autour de chez eux et ils restaient vraiment chez eux, quoi, parce que c'était plus dur de se déplacer. Et du coup, le matin ou 2 jours avant, on planifiait sur 1000 kilomètres à peu près et on mettait la trace dans nos Brighton et on suivait la trace. Ok, ouais, c'est comme ça que tu arrives à estimer un peu au niveau des parties gravel qui étaient plus ou moins faciles ou en tout cas roulables. Exactement. Ok. Pour revenir juste au niveau de la longueur des étapes, t'as sur combien à peu près de kilomètres par jour? Ça dépendait clairement du dénivelé, euh, mais on se fixait minimum 6 heures de vélo par jour. Ok. Donc surtout entre Colombie et le Pérou, on faisait beaucoup de dénivelé, il y avait énormément de dénivelé. Donc on faisait une centaine, on essayait de viser nos 150 kilomètres par jour. On était entre 120 et 150 kilomètres par jour, je dirais. Ça, c'était 7 jours sur 7 ou par exemple, chaque lundi, je sais pas, c'était repos ou comment vous définissez déjà une journée de repos ou c'était Alors au début, oui, on faisait attention de prendre un jour de repos à peu près tous les 7 jours, entre Colombie, Équateur, Pérou. Et à partir du Pérou, on a pris quelques jours de repos au Pérou parce que malheureusement, Simon est tombé malade. Et moi, je suis tombé malade aussi au début du Pérou, donc on a pris un jour de repos aussi. Ça tombait bien de prendre des jours de repos aussi pour récupérer et pour limiter un peu la fatigue. Et par contre, après la Bolivie, on a quasiment plus pris de jours de repos. On a pris juste un jour de repos au milieu de l'Argentine. 2 jours de repos. ok. Ouais, donc là, c'était assez conséquent, quoi. Oui, Les journées qui s'enchaînent comme ça. Comment vous avez géré moi, j'ai mal à me rendre compte en fait de faire 150 km, enfin on va dire même 6 heures en termes d'heures, sans parler de distance et de vitesse. En termes d'heures, faire 6 heures de vélo par jour pendant une si longue période, comment est-ce que vous avez géré ça physiquement? Même au terme d'alimentation pour alimenter le corps pour cet effort. oui, tout à fait. Bah, c'est une très bonne question parce que au début c'était assez compliqué, on savait pas trop, on n'avait pas trop nos repères. Donc au début on mangeait, on essayait de trouver des petits restos, des petits trucs, mais au restaurant on n'avait jamais assez de carburant en fait dans l'assiette pour continuer à pédaler. On achetait des petits biscuits, des trucs comme ça, mais on s'est vite rendu compte que ça marchait pas ça et que bah il nous fallait des produits plus naturels déjà. Par exemple, en Colombie et Équateur, les fruits, les bananes, c'était les mangues, les avocats. Donc tous les fruits et les légumes qui poussaient là-bas étaient vraiment des grandes sources d'énergie pour nous. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait juste du pain et du miel, le miel était très peu cher, du pain, du miel, du fromage, tout ce qui est le plus simple en fait. Et aussi, on avait un grand risque, c'était de tomber malade là-bas. Si on allait manger une viande qui était périmée ou qui était mauvaise ou les qualités d'hygiène, c'est pas les mêmes qu'ici, on pouvait vite tomber malade et on pouvait pas se permettre de tomber malade si on voulait rouler 150 km par jour. Donc, on s'est beaucoup nourri avec des produits naturels. On faisait un gros petit-déj. On mangeait toute la journée sur le vélo, du pain et du miel, des noix, des fruits secs. Et après, le soir, on mangeait beaucoup de riz avec du curry ou des sauces tomates, des trucs comme ça, quoi, pour refaire le plein. D'accord, donc ça, au fil des jours, vous avez réussi un petit peu à adapter votre alimentation pour la rendre la plus efficace pour votre pratique en tout cas. Ouais, tout à fait. À la fin, on était rodés et on savait exactement ce qu'il fallait qu'on mange. Et par contre, au début, ouais, c'était plus compliqué. Mais à la fin, on savait exactement ce qu'on faisait. Et du coup, ça nous permettait aussi de prendre moins de jours de repos parce qu'on accumulait moins de fatigue. Et on avait les stocks pleins. Pour revenir un petit peu sur les moments de doute que tu as parlé, comme au début, quand vous avez passé dans la partie gravel, où il y avait le brouillard en haut, une descente à faire un soleil. Comment vous avez géré ces moments de doute?
Est-ce que le fait d'être à 3 était vraiment un avantage sur des moments comme celui-là? Et qu'est-ce qui vous a motivé, en tout cas, à continuer cette aventure? Parce que je pense que sur la durée, il y aura peut-être plusieurs coups de moins bien ou des sensations un petit peu comme ça de doute qui sont immiscées au fil de l'aventure. Ouais, c'est sûr. En fait, on vivait dans un tel inconfort de pas savoir où on allait dormir le soir, de pas avoir d'eau chaude, de pas pouvoir aller aux toilettes quand on voulait, de dormir en tente, il fait froid, il fait chaud, on est tout sale, tout transpirant, on peut pas se laver. C'est des moments très compliqués où tu mets ton corps à rude épreuve et tu mets ton mental aussi à rude épreuve. Il y a des moments où bah, on était en hypoglycémie complet, on n'avait plus de nourriture, fallait qu'on aille jusqu'à la prochaine ville. Il faisait 2 degrés où on était malade. Cyril, il a eu la fièvre à plus de 4 000 mètres et il a continué à avancer coûte que coûte parce qu'il savait qu'il devait avancer pour redescendre à altitude pour pouvoir récupérer. Simon aussi, il s'est battu contre la fièvre à plus de 4 000 mètres. Dans le froid, il faisait 2 degrés. Et là, clairement, on remet tout en question. On se dit, mais pourquoi on fait ça, etc. Et c'est là où vraiment être à trois aussi, ça aide parce qu'on peut se soutenir dans ces moments-là. Parce que s'il y en a un qui est mal et qui est malade, bah, il sera toujours soutenu par les autres. Et de ce côté-là, de partir à trois, c'était vraiment très, très bénéfique. Pour rester un petit peu dans les points un petit peu de difficulté, heu, quels ont été ou quel a été l'obstacle majeur que tu as rencontré, que ce soit d'un point de vue, météorologique, mécanique ou santé? Nous, les vrais obstacles qu'on a eus, c'était du point de vue santé, où il fallait vraiment pas tomber malade, et mécanique, je pense. Notre vélo, il aurait pu lâcher à n'importe quel moment dans des endroits très loin de toute civilisation. Par exemple, en Bolivie, j'ai crevé des deux roues au milieu de nulle part, à 50 km du petit village le plus près, où voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que notre pompe à vélo ne marchait plus. Ah. Donc les deux pneus, enfin les deux chambres air à plat, pas de pompe à vélo, des routes, c'était du sable et des tôles ondulées, on appelle ça. C'est les... la route qui est défoncée en fait par les 4x4. Et donc j'étais au milieu de nulle part, au bord d'une rivière, à 45 km de la ville la plus proche, donc à peu près 4 heures à vélo dans ces terrains-là. Et on se retrouve là au milieu de nulle part. Et on n'a rien demandé, quoi. C'est juste la pompe ne marche plus, quoi. Donc, bah, j'ai eu de la chance, j'ai pu réparer la pompe après au moins 1 heure pour essayer de la réparer, quoi. Et j'ai pu aller jusqu'au prochain village, mais on se retrouve dans des endroits paumés. Et en plus, mécaniquement, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou si on casse une roue au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de voiture ni de 4x4, on est bien embêté, quoi. Ouais, c'est vrai que là, sur ce coup-là, parce qu'après les solutions, elles sont un peu, restreintes. C'est vrai que là, tu es obligé quand même de pas mal, improviser. Je pense quand vous avez des galères, le maître mot, ça va être l'improvisation parce que c'est vrai qu'on peut compter, enfin, vous pouvez pas compter sur beaucoup de monde à part vous 3 quand vous êtes au milieu de la nature. Et il y a eu d'autres passages un peu comme ça où vraiment l'improvisation, c'est ça qui vous a permis de continuer l'aventure? Ouais, après on a eu d'autres galères où on a cassé un porte-bagages aussi, ça aurait pu être très très embêtant, mais en fait on trouve toujours une solution. Là on a pris une sangle, on a reattaché le porte-bagages ensemble, et limite le porte-bagages il tenait mieux avec la sangle qu'avant, quoi. Et après on est arrivé dans la prochaine ville, c'était de l'alu, et on a trouvé quelqu'un pour souder le porte-bagages, et au final bah, ça l'a fait très bien. Mais c'est clair que dans des moments comme ça, faut vraiment pas paniquer et réfléchir à une solution. Mais il y a toujours une solution. Et côté, réparation, pour votre vélo, heu, dans les villages que vous avez rencontrés, il y avait toujours plus ou moins moyen de réparer les vélos? Enfin, comment vous avez géré ce moment-là? Parce que bon, j'imagine que
C'est peut-être pas marqué à l'entrée du village, magasin de vélo, réparation vélo. Donc, comment vous faites pour trouver où réparer votre vélo à ce moment-là quand il y a du souci comme par exemple la sangle ou Bah là, par exemple, c'était vraiment que les grandes villes, mais les très grandes villes, en fait, les capitales et les grandes villes. Même à La Paz, on cherchait des plaquettes de frein, mais on n'a pas trouvé de plaquettes de frein. Moi, j'avais mon pédalier qui se desserrait aussi. Donc, enfin, depuis la Paz, depuis la Bolivie ou la fin du Pérou, j'ai mon pédalier qui se desserrait tous les 100 kilomètres. Mais c'était des petites choses qui sont embêtantes, mais au final, sur un voyage comme ça, on a juste envie d'arriver au bout et on est prêt à resserrer le pédalier tous les 100 kilomètres si besoin. Mais ils n'avaient pas la clé à La Paz alors que c'est une grande capitale. C'est la capitale d'un pays. Et il y a plein de pièces qu'on a en Europe qu'ils n'ont pas forcément en Amérique du Sud. Et au final, bah, on s'en sort très bien parce on a pu en trouver plus loin en Argentine, mais ça aurait pu être embêtant. et après coup, il y aura quand même quelques éléments. Par exemple, si on pense à quelqu'un qui voudrait faire le même voyage que vous, est-ce qu'il y aura quand même des outils qui auraient été utiles à prendre, sans dire que de se transporter quelque chose de trop lourd juste pour une fois, mais est-ce qu'il y a quand même, il vous aurait manqué quelque chose que vous auriez pu prendre malgré tout? Je pense pas forcément. En vrai, on avait vraiment bien préparé notre équipement et on n'avait pas besoin de beaucoup plus. Peut-être des plaquettes de frein. Euh, Ça coûte rien d'acheter des plaquettes de frein, mais ça dépend tellement de la personne qui est sur le vélo aussi. Par exemple, Cyril, il a dû changer ses plaquettes de frein 2 fois, Simon aussi. Et moi, mes plaquettes de frein, bah, elles ont fait tout le voyage de Bogota à Ushuaia et c'est les mêmes. Je les ai encore sur mon vélo. Donc en fait, pour pas prendre de plaquettes, il suffit de pas freiner, quoi. Exactement. Faut fermer les yeux, lâcher les freins. Juste éviter les cailloux sur les premières descentes, mais bon, normalement après c'est bon. C'est ça. Et pour contraster à ces moments un peu difficiles, quels ont été les moments les plus inoubliables, que ce soit des paysages, des rencontres humaines, ou bien un défi que vous avez réalisé durant le parcours? Bah, le parcours était tellement grand. On a passé 104 jours à traverser de Bogota à Ushuaia. On a vécu tellement de moments inoubliables que ce qui soit dur sur le moment, les moments durs n'étaient pas agréables, mais après coup, en fait, on y repense et c'était juste des moments incroyables. Et on y est allé là-bas en Amérique du Sud pour se mettre dans le mal aussi parce que bah on est des compétiteurs et on s'entraîne dur à vélo euh, avant ce voyage aussi. Donc on était parti pour ça. Mais on a rencontré tellement de monde accueillant et très généreux. Les gens, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont prêts à tout te donner pour que tu passes un beau moment et pour que on se sente chez nous aussi. On a vu des endroits sublimes tout au long, en fait, tout au long du tracé. On pouvait passer. Et je m'en rappelle pas vraiment d'un jour où c'était horrible, où on s'est ennuyé, où on voulait arrêter. Tous les endroits étaient différents, mais ils étaient tous tellement beaux. Par exemple, au Pérou, on s'y attendait pas du tout. On était sur une route, la route nationale qu'ils appelaient, donc on s'est dit ah c'est bon, ça va être de l'asphalte. Comme ils disent là-bas, perfect asphalt. Et pas du tout, en fait, une belle piste de gravel. Et d'un coup, on traverse un village et là, on se retrouve sur un asphalte parfait avec des lacets pire que l'Alpe d'Huez. C'était juste une route avec des lacets, des lacets, des lacets. Et c'était juste magnifique, quoi. Et on s'y attendait pas du tout. On savait même pas que c'était là en regardant le parcours avant, en fait. On a juste tracé, on a suivi la trace et au final, on s'est retrouvé dans des endroits magnifiques. Et après, on a fait 50 km de descente et on s'est retrouvé dans un canyon juste spectaculaire avec des condors qui volaient à côté de nous. C'était vraiment des moments magiques. Ouais, j'imagine que ça, c'est vraiment des moments qui sont inoubliables. Et c'est entre autres pour ça que vous êtes parti faire
faire ce trip. C'est ça, mais et après des moments inoubliables comme ça, on allait se coucher et le lendemain, bah, on repassait une journée inoubliable. C'est ça qui était C'était incroyable aussi. un rêve éveillé, quoi. Exactement. Et je vais revenir sur un point du parcours. À un moment, vous êtes basculé de 3 à 2. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Ouais, bah, tout à fait. Bah, du coup, Simon a décidé de nous quitter à La Paz. Bah, c'était un moment très triste pour nous parce que bah, on voulait faire tout ce voyage à 3. Mais malheureusement, il a trouvé qu'il prenait plus de plaisir et que bah, on était dans un tel inconfort tous les jours et enfin, ça pouvait ne pas devenir agréable. Et il a eu pas mal de petits soucis où il est tombé malade aussi, ce qui n'aide pas. Et il avait pas mal envie de rentrer et s'il prenait plus de plaisir, il n'y voyait plus trop de sens en fait. Oui, parce que comme tu dis, vu qu'avec l'inconfort et puis la difficulté quand même du parcours, des journées, c'est vrai que je pense que si le plaisir n'est plus là, c'est plus du tout la même envie et ça devient plus un défi que du plaisir, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah clairement, si Cyril ou moi-même ne prenait plus de plaisir un jour, on aurait clairement pensé à partir aussi. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est à La Paz, enfin quand vous étiez à La Paz en tout cas, on parle pas de. Il nous reste 2, 3, 5 jours de vélo, donc Non, oui, c'est la moitié en termes de temps, mais pas en termes de kilomètres. Et le sud de la Bolivie, c'était l'endroit le plus dur qu'on a fait de tout le voyage. C'était vraiment le plus dur. Mais par contre, on le savait que une fois, en fait, entre le milieu du Pérou et la fin de la Bolivie, et quand on est redescendu en Argentine, en fait, on a passé 3 semaines à plus de 3500 mètres d'altitude. Donc le corps, il récupère moins bien en altitude et tout le corps est plus lent et c'est plus dur d'avancer et mentalement on accumule de la fatigue et ça devient très difficile et surtout qu'on est à l'altitude, du coup il fait froid, le soleil il est super super fort, on doit mettre beaucoup de crème solaire, on doit faire super attention au soleil sinon on brûle très très fort. Puis il y avait un point d'ailleurs on n'a pas reparlé, c'est le poids du vélo. Est-ce que tu peux nous dire le poids de ton vélo? Le poids du vélo quand on est parti il devait faire à peu près 35 kilos. Mais tout au long, on disait plutôt qu'il faisait plutôt 40 kilos. Surtout qu'avec Cyril, on a acheté 2,5 kilos de protéines whey au milieu de l'Argentine, ou au début de l'Argentine. Donc on a dû se porter la protéine jusqu'à Ushuaia. Ouais, puis j'ai vu, il y avait aussi des fruits qui étaient transportés des fois Ouais, sur les vélos. tout à fait, des bananes, surtout des bananes, beaucoup de bananes. Ça, on en a mangé. Et de l'avoine, ça, on a mangé beaucoup d'avoine aussi. Et il y avait également une migale, ça c'était pour le repas ou c'était pour la compagnie? Ouais, c'était le repas de Cyril le soir. Il aimait bien se trouver sa petite migale pour donner un peu de goût à ses pâtes. Non, c'est vrai que vous êtes vraiment à vous suivre, c'était un plaisir. Parce qu'il y a vraiment un petit peu de. Chaque jour, c'était une journée un peu différente. Et puis, ça permettait de se rendre compte aussi de la difficulté. Parce que quand on voyait dans l'école en train de zigzaguer des cols qui faisaient plusieurs dizaines de kilomètres avec les vélos qui font 30 et quelques kilos, là on se dit c'est pas simple. C'est beau, mais pour moi, ce sera en voiture, hein. Ouais, la Bolivie, faut la faire en 4x4, ouais. Sinon, tout le reste à vélo, c'est superbe. Non, mais oui, on a essayé de faire de notre mieux pour partager le plus sur les réseaux sociaux, même si c'est très compliqué vu que bah, on se levait souvent à 5 heures du matin, on roulait toute la journée et le soir, on n'avait qu'une envie, c'était de manger et de dormir en fait. Et on n'avait pas du réseau partout où on était. C'était assez compliqué de partager le voyage comme on voulait à la base, mais au final, tout le monde qui nous en parle sont très contents d'avoir pu vivre cette expérience avec nous. Si tu le veux bien, on va aller tout au sud de l'Amérique latine et je t'invitais à nous parler de la dernière semaine et du dernier jour de ce voyage. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé? Quelles étaient les sensations, le fait d'approcher de l'objectif après plusieurs mois de vélo? Ouais, bah du coup, on était en Patagonie. C'était un peu la carotte, comme dirait Cyril, au bout de l'aventure. C'était en fait une fois qu'on a passé le Salar d'Uyuni
et le sud de la Bolivie. L'Argentine, pour nous, c'était que du désert et de la route. Donc, on a décidé de tracer vers la Carretera Austral, ça s'appelle. C'est une route assez connue qui part de Puerto Montt et qui descend jusqu'au sud de la Patagonie chilienne. Et donc, une fois qu'on a passé cette carretera australe, on a pris un peu plus notre temps qu'en Argentine. En Argentine, on faisait environ plus de 200 km par jour. On se levait super tôt et on finissait super tard. On prenait du vent. C'était pas très agréable par moment, mais on s'en est bien sorti. C'est passé assez vite. Et la dernière semaine, du coup, on part d'El Chalten où on a fait une randonnée juste magnifique pour aller voir le Fitzroy. C'est une montagne très très connue en Patagonie. Et donc là, bien sûr, on a terminé notre partie qu'on voulait vraiment voir. Et là, on s'est dit maintenant, dans quelques jours, faut qu'on arrive à Ushuaia. Et donc, on est tous les deux déterminés pour arriver à Ushuaia parce il nous reste rien, quoi. On a fait le plus dur pour nous. Donc, c'était plus que de la route. Apparemment, on nous disait que fallait faire très attention en Patagonie aussi parce qu'il y a des très très forts vents, du vent très très fort. On a eu beaucoup de chance sur ce côté-là, je pense, parce qu'il nous a pas trop affecté, un petit peu, mais pas trop. Et donc, on roulait 150 km par jour, 170 km, jusqu'à Punta Arenas, qui était notre point de... C'était un peu la fin de la partie de l'Amérique du Sud, et après, on prenait un ferry pour passer sur la Terre de Feu. Et la Terre de Feu, c'est vraiment la dernière partie de l'Amérique du Sud qui est coupée en deux parties, entre le Chili et l'Argentine. Et on s'est dit avec Cyril, ces derniers temps, on prend un peu notre temps, on profite bien des montagnes, des glaciers. Si Cyril avait amené sa canne à pêche, donc on mangeait du saumon frais, on mangeait des truites, on faisait des petits ceviches le soir. C'était bien, quoi. Mais bon, à un moment donné, fallait commencer à rouler. Donc arrivé à la Terre de Feu, on s'est dit, on s'est levé à 7h du mat pour prendre le ferry. On a pris le ferry. Et à partir du moment où on a atterri sur la Terre de Feu, on n'a pas arrêté de pédaler jusqu'à Ushuaia. Donc une belle petite sortie de 456 km qu'on a bouclée en un peu plus de 22 heures. Oh. Et pour la dernière, on voulait mettre un gros point d'exclamation à à notre sortie. Ouais. Bah, là, c'est le cas, c'est bon. Il n'y a pas de... y a pas besoin de discuter. Et la fameuse question, quand même, c'est qui est-ce qui a remporté la pancarte Ushuaia? Ah là, on est encore je suis encore en contact avec mes amis d'Ushuaia pour la photo finish. On l'attend encore. On l'a pas encore reçu. Mais bon, on attend de voir. C'était disputé à ce point? Ah ouais, c'était rude. Le dernier virage, il y avait de l'angle et tout. On a failli se mettre à terre. Ouais, quelques mètres avant la ligne d'arrivée, ce serait dommage quand même. Ouais, c'est ça. Avec 455 km dans les pattes, on était Ouais. bien content d'arriver. Mais on réalisait pas trop quand même. Ouais, à ce moment-là, c'était... ouais, c'est pour le symboliser, en fait, ouais, vous êtes... je crois qu'il y avait sinon, c'était une pancarte ou c'était un panneau Ouais, c'est ça. avec Ushuaia marqué dessus. Et à ce moment-là, ouais, il n'y a pas de... Ouais, en fait, vous avez pas réalisé à ce moment-là. D'ailleurs, à quel moment, en fait, vous avez réalisé que vous avez traversé quand même l'entièreté de l'Amérique latine du nord au sud? Toujours pas. Non, en fait, c'était 104 jours tellement intenses où tous les jours, en fait, on se lève, on roule, on mange, on dort. Et ça pendant 92 jours, parce qu'on a pris 2 jours de repos. Mais même pendant les journées de repos, on était quand même dans le mindset de la récupération et de récupérer pour la prochaine semaine qui va venir, de préparer la prochaine semaine. Donc on n'avait jamais vraiment le temps de digérer ce qu'on vient de faire. Et c'est seulement maintenant où on est en train de digérer un peu étape par étape ce qu'on a fait en Amérique du Sud. Mais je sais pas si on s'en rendra compte un jour de ce qu'on a fait. Bon, en tout cas, félicitations. Déjà, même à vous trois, même si vous êtes que deux arrivés, déjà aller faire jusqu'à la moitié en termes de
temps et avec la partie, on va dire, la plus difficile. Ouais. Déjà, chapeau aussi à lui. Je voulais savoir si ce voyage, il a été plus facile ou plus difficile que ce que tu avais prévu, enfin, ou imaginé en tout cas. Ah, c'est compliqué à dire ça. Peut-être qu'il a été plus facile sur certains points et plus difficile sur d'autres points. Ouais. Bah, en fait, je m'attendais pas à grand-chose, en fait. On se lançait dans l'inconnu complet. On savait pas à quel point notre corps allait réagir à rouler tous les jours autant de kilomètres. Et en fait, on n'avait aucune connaissance de comment notre corps allait réagir et comment mentalement on allait réagir aussi. Parce qu'on partait à trois aussi. Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que nos jambes, est-ce qu'on arrivera à pédaler encore après 3 semaines de vélo? On sait pas. Et en fait, au final, notre corps, il s'est mis en pilote automatique et on roulait, on roulait, on roulait, on se levait, on roulait, on mangeait, on roulait. Et ça l'a fait, quoi. Donc on est surpris aussi que notre corps ait aussi bien marché aussi. Mais on a mis toutes les chances de notre côté aussi. D'ailleurs, quel impact a eu ce voyage sur votre relation? Ah bah là, je pourrais pas trop te dire. C'est tout neuf en fait. C'est tout neuf. On vivait chaque jour comme si c'était un nouveau jour. Enfin, je saurais pas te dire là maintenant ce que ça fait sur notre relation, mais bien sûr, je pense, enfin, c'est des souvenirs qui seront gravés à jamais. Si on se met à la place d'un auditeur qui écoute ce podcast, qui rêve de cette aventure ou d'une autre, plus grande ou plus courte, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en termes, soit au niveau de la logistique, de l'état d'esprit pour affronter, en tout cas, ou pour réaliser au mieux ce genre d'aventure? Bah, le plus dur, moi, je pense, dans ce genre d'aventure, c'est de faire le premier pas. C'est de se dire, c'est bon, maintenant, j'y vais. C'est, En fait, c'est super compliqué de se dire, bah, je vais prendre 4 mois de ma vie pour aller traverser un continent enfin, un continent, quand on regarde ça sur un globe, on voit déjà la France, elle est grande, mais l'Amérique du Sud, elle est immense. On se dit que c'est pas possible ou que enfin, ça va pas le faire. Et s'il arrive un pépin, comment je vais faire? Si un jour j'ai une panne de jambe, est-ce que je vais y arriver? Ou en fait, faut y aller pour voir. Et au pire, si ça se passe mal, bah il y a des bus partout. Si on veut prendre un bus et rentrer en bus, ou s'il faut faire du stop ou quelque chose comme ça, il y a il y a la possibilité de le faire. Donc, faut vraiment juste faire le premier pas et après, ça peut que être du bonheur. Ok, ouais, donc vraiment en tout cas, t'invite à se lancer et puis à découvrir en tout cas ce que c'est que cette aventure, tout en n'ayant pas peur de prendre une solution de repli au besoin. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu rencontres toujours du monde super aimable, super gentil, qui peuvent t'aider si jamais tu as un problème. Et même si c'est partir faire 2 jours de vélo en itinérance, ou partir faire une semaine, ou un mois, ou 5 mois, ou 2 ans, comme on a croisé des personnes qui venaient d'Alaska à vélo, qui faisaient Alaska Ushuaia, c'est superbe. Et personne qu'on a croisé nous a dit que c'était pas une bonne idée et que bah, tout le monde a pris que du bonheur. Et toi, d'ailleurs, ouais, euh, quelle leçon, toi, personnelle, tu en retires de ce voyage? Qu'est-ce que ça t'a apporté, que ce soit d'un point de vue mental, euh, physique, ou voilà. Enfin, qu'est-ce que toi tu en retires de cette aventure? Bah que même avec pas grand chose comme moyen ou quelque chose ou pas grand chose comme moyen, on peut être très généreux. Les gens sont très très généreux et très très gentils et même plus heureux que nous des fois, je pense aussi. Euh, Aussi au niveau mental, il y a plein de petites choses qui nous sont arrivées. Par exemple, bah, avoir une crevaison au milieu de nulle part ou exploser un pneu. Après la Bolivie, ça ne nous faisait plus rien en fait, parce que il faut savoir que la dernière journée en Bolivie, après avoir fait le volcan, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de nourriture et on avait quasiment plus d'eau. Donc on a fait
120 km en mode survie à entre 4700 mètres et 4900 mètres, dans du sable, dans des tôles ondulées. On a passé 10 heures sur le vélo en hypoglycémie. Il y avait un col de 4 km, j'arrivais même pas à pédaler, j'ai dû pousser tout le long. Et on ressort des moments comme ça, mais quand c'est fini, on y repense. Et là, maintenant, on rigole et c'était un moment incroyable. Mais sur le moment, c'est juste horrible en fait. On n'a qu'une chose en tête, c'est manger et boire. Et où on était à ce moment-là, ben on pouvait pas. Donc il y a plein de choses. Par exemple, après j'ai explosé un pneu, mais c'est pas grave. Il pleuvait, on s'est arrêté au bord de la route, sous la pluie, on a changé le pneu. Et c'est des petits détails comme ça, je pense, on arrive à les surpasser et à voir le bon côté des choses et à toujours positiver sur la situation dans laquelle on est. Ouais, tu penses que ton cran mental, il a évolué, t'as gagné en tout cas de ce côté-là? Oui, oui, clairement. Clairement, clairement. Enfin, il y a des moments où on était vraiment dans des états seconds, en fait, même avec l'altitude. T'as l'impression d'être complètement drogué, en fait. T'es... Quand on est arrivé en haut du volcan à 6000 mètres avec Cyril, on s'est mis à pleurer, on avait les émotions qui montaient. On pensait seulement, enfin moi je pensais clairement à tous les gens qui nous soutenaient tous les jours, qui nous envoyaient des gentils messages tous les jours, qui nous disaient de pas lâcher, de tout donner. Et là vraiment on montait 6000 mètres pour eux aussi. Et pour tous les jeunes tétraplégiques pour lesquels on récolte des fonds et qui pouvaient pas faire ça. D'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles, parce que je voulais que tu redonnes un petit mot sur l'association, et puis peut-être au niveau de la collecte, comment ça s'est passé. En tout cas, si tu peux nous parler déjà de l'association dans un premier temps, ce serait cool. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, on est parti pour l'association, pour ceux qui savent pas, pour l'association Vertical Combat. Et on récolte toujours d'ailleurs, la cagnotte est ouverte sur notre Instagram si vous êtes intéressé. On récolte des fonds pour soutenir les patients, les jeunes patients tétraplégiques en France. Donc, pour qu'ils se fassent accompagner pour l'implant d'électrostimulation en France et qu'ils soient soutenus en France aussi dans le cadre de leur récupération et pour essayer de regagner de la mobilité parce qu'il n'y a pas grand chose qui est fait malheureusement. Donc pendant ce voyage, on a récolté 7372 euros et on espère en récolter encore plus à travers une soirée caritative qui va être organisée très bientôt. Ça, tu peux nous en dire plus sur la soirée caritative, ou pour le moment Pour le c'est moment, un c'est peu un peu secret? flou, mais je donnerai toutes les informations sur Instagram, sur Sally Hopkins sur Instagram. Ok, bah j'essaierai de relier ça en tout cas Merci au beaucoup. maximum. En tout cas, merci à toi déjà d'avoir fait cette démarche pour toutes les personnes qui sont concernées, dont ton ami. Donc c'est vraiment, voilà, ça donne vraiment un aspect encore plus, enfin voilà, un aspect caritatif en tout cas à ce défi déjà qui était déjà en lui-même assez conséquent. Ouais, tout à fait. Donc ouais, merci à toi. Pour voilà, on approche gentiment en tout cas de la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu aimerais quand même revenir, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder? Bah, en tout cas, de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant tout ce voyage. Remercier notamment Compress Sport et Brighton France. Remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé. On a reçu tellement de messages super bienveillants, super gentils tout le long du voyage pour nous pousser à aller au bout. Aussi, toutes les rencontres qu'on a fait, notamment à San Martin Los Andes avec Thibaut et sa famille, qui nous ont accueillis merveilleusement. Enfin, c'était juste extraordinaire. Et Cyril, il a même gagné une course de VTT en Patagonie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ouais, c'était une coupe régionale en Patagonie et Thibaut lui a gentiment prêté son VTT. Et Cyril est allé gagner en terre patagonienne sa première victoire de 2024. La première d'une longue série, on espère. En tout cas, ce sera celle-là, elle n'est pas commune en tout cas. Je sais pas s'il va rejouer son titre en 2025, mais Ouais, ça ferait un beau déplacement quand même. et est-ce que tu as pour projet d'ailleurs de refaire un voyage comme, celui-là? Ou en tout cas, un voyage à vélo? Un voyage à vélo, certainement.
un voyage de ce type, bah ouais, ça donne envie, hein. Ça s'est tellement bien passé et c'était juste une aventure extraordinaire que bien sûr qu'on aura envie de repartir. Tout de suite, pas du tout. Tout de suite, place au repos parce que notre corps, il est quand même bien entamé par ces 12 357 kilomètres et 150 mètres de dénivelé, 150 000 mètres de dénivelé. Donc ça nous faisait quand même 134 kilomètres par jour, ce qui n'était pas rien en moyenne. Avec la plus longue sortie, c'était 456 kilomètres la dernière. Et on est monté à plus de 5700 mètres à vélo. On ne sait pas si c'est la route la plus haute du monde qui est praticable à vélo, mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, je pense que c'est quand même en Europe, on n'a pas une route praticable aussi haute que celle-là. Ça, c'est sûr. Et même Ça, c'est une certitude. là-bas, je suis pas sûr non plus. Ce serait à faire des petites recherches quand même. Pour terminer cet épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonne question. Déjà peut-être du repos dans un premier temps. Ouais, court terme. du repos à court terme et de pouvoir d'avoir l'opportunité de faire d'autres périples comme celle-là, comme celui-là. Ok, bah cool, bah c'est tout le bien que je te souhaite. Et voilà, en espérant d'avoir de tes nouvelles et puis de voir ce projet caritatif mener à bien. Et voilà, Ouais. tout sera relié en tout cas sur ton compte. Donc je vous invite vraiment à suivre Célian, Vertical Combat. Il y avait également l'Instagram de Vertical Adventure. Ouais. Cyril Bourdon et Simon Brutine. Et un grand merci à toi, Alexandre, d'avoir pu transmettre ce beau voyage au travers de ton podcast. Bah, c'est avec plaisir, même si tu sais, on aurait bien aimé faire un épisode intermédiaire, mais les conditions entre ma vie perso et puis vos disponibilités, et Et le puis décalage horaire. j'ai souvenir aussi du moment où on aurait pu se faire ça, mais je crois que tu es à La Paz. Et peut-être au moment d'ailleurs, tu devais chercher les plaquettes Ouais, de tout à frein, fait. où c'était C'était intense. déjà ça intense, mais bien content en tout cas d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et voilà, je pense que si des gens ont des questions, qu'ils hésitent pas à les poser à Célian. Parce Ouais, tout à qu'effectivement, fait. sur ce podcast d'un format, on va dire, de 3/4 d'heure, 1 heure, on n'aura évidemment pas pu traiter tous les sujets du voyage. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé un maximum sur ce voyage, Célian. Bah, merci à toi et je te souhaite que le meilleur pour la suite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.